Bonjour, nous sommes le 14 avril 2020, je m'appelle Lieven Jacobs et voici le point marché pour QBP. La semaine passée était une semaine courte, mais ce n'est pas ça qui a limité la performance, parce que la semaine passée a délivré des performances énormes. Pour les États-Unis, les marchés actions étaient bien au-dessus de 10%, en Europe, les performances étaient entre 6 et 10% également. Tout cela s'explique par une confiance qui est en train de se profiler de plus en plus, confiance que ce virus va avoir un caractère plutôt temporaire. Et oui, on a quelques indications qui pointent dans le bon sens. Euh, En Chine, la région de Wuhan a été mise en déconfinement, a été débloquée, retour graduel vers une vie normale. Et en Europe, également, nous constatons que la propagation est en train de se stabiliser et c'est une condition pour pouvoir entamer la prochaine étape, c'est-à-dire commencer à réfléchir sur des démarches de déconfinement. D'ailleurs, il y a en Europe certains pays qui sont en train d'implémenter ces premières décisions. On parle principalement de l'Espagne et de l'Autriche. Aux États-Unis, la situation est différente parce qu'ils sont moins avancés dans ce problème de virus. En plus, les États-Unis, grand pays, il est assez compliqué d'orchestrer une gestion sur le plan national. Aujourd'hui, la problématique de ce virus est gérée par les États et a plutôt un caractère local. Alors, si pour les États-Unis, on aimerait voir une belle lumière à la fin de ce tunnel, cette lumière aujourd'hui est plutôt faible. Absolument une condition que la gestion de cette crise aux États-Unis se fait sur le plan national. Et il y a quand même quelques indications que ça va dans le bon sens, parce qu'un nombre de gouverneurs est en train de travailler sur une gestion de cette problématique, sur une gestion euh, de cette crise orchestrée ensemble et également ils regardent de quelle façon ensemble ils peuvent gérer la sortie de cette crise. Ça sur le plan de ce virus. Aujourd'hui, le virus a contaminé presque 2 millions de personnes dans le monde, 120 000 personnes sont décédées et euh, un tiers du monde entier se retrouve en situation de confinement. Et évidemment que tout cela a des répercussions sur l'activité économique. Et nous le voyons très bien, en Chine, premier pays qui a été touché, il y avait vraiment un gel complet de l'activité économique, avec comme conséquence tous les indicateurs qui ont vraiment affiché une chute libre. Mais aujourd'hui, avec le déblocage, nous voyons également le rebond aussi fort que la chute s'est manifestée il y a quelques semaines. Aujourd'hui, on peut même parler de, d'indicateurs de confiance qui sont repassés en phase d'expansion. C'est une très bonne nouvelle. Et si la Chine n'est pas touchée par une deuxième vague de contamination, alors la Chine a probablement vu la pire et avance vers une situation normalisée. En Europe, on n'y est pas encore. On est aussi moins avancé dans la crise. On est sur le point des pics, ce qui veut dire que ça se traduit dans les chiffres macroéconomiques. Les indicateurs de confiance sont mal orientés, sont à des niveaux extrêmement bas. Pour l'Europe, aucun chiffre inspire confiance. Les indicateurs macroéconomiques en Europe sont horribles. Un point positif, c'est que la semaine passée, les ministres des Finances européens ont décidé sur un plan d'attaque européen pour venir à l'aide des pays qui sont le plus touchés par le chômage. Il y a plein d'aspects sur lesquels l'Europe veut montrer sa solidarité. C'est une bonne chose. Aux États-Unis, on a deux volets. On a d'un côté les chiffres macroéconomiques qui finalement ne sont pas si mauvais. On a des indicateurs de confiance qui, pas pour l'industrie, mais pour les services, sont toujours en phase d'expansion.
ce qui n'était pas du tout l'anticipation de marché. Le marché s'attendait à ce que ce chiffre allait être en phase de contraction. Ce n'était pas le cas, toujours en phase d'expansion. Mais là où pour les États-Unis ça va faire mal, et ça fait déjà mal aujourd'hui, mais ça va devenir encore pire, c'est sur le plan du chômage. Un système de sécurité sociale beaucoup moins présent qu'en Europe, les gens passent beaucoup plus vite en situation de chômeur, et c'est actuellement le cas. Sur les 3 dernières semaines, 16 millions de personnes aux États-Unis ont perdu leur travail. Cela va certainement se traduire dans les chiffres macroéconomiques dans les semaines et les mois à venir. À côté de toute cette problématique de virus, à côté de tous ces chiffres macroéconomiques, on a également eu des informations de nature plutôt politique. Commençons avec les élections présidentielles où Sanders s'est retiré et où Biden va être le candidat présidentiel pour les démocrates. Ça va être une campagne très animée parce que vous le savez bien, Biden, avec son fils, il a quand même un certain passif. Il est évident que Trump va l'attaquer là-dessus. Alors, ces confrontations vont être très animées. Un deuxième aspect, c'est l'intervention de Trump dans les tensions entre l'Arabie saoudite et la Russie. Vous savez que l'Arabie saoudite a ouvert les robinets pour la production du pétrole, avec une chute libre du prix du pétrole. Ce prix est aujourd'hui à un niveau qui est clairement insuffisant pour tous les producteurs du pétrole. Tout le monde travaille à perte. Trump est intervenu. Il y a une décision maintenant, il y a un accord entre l'OPEP et la Russie qu'il va y avoir une réduction de production de 10 millions de barils. Mais ça se fait maintenant à un moment où la demande a simplement fortement baissé et que ces 10 millions ne font que compenser ce qu'il y a en moins au niveau de la demande. Alors, cela ne suffit pas encore pour repousser les prix du pétrole vers des niveaux qui sont viables pour les producteurs. C'est certainement un sujet à suivre. C'est pas encore fini. Et pour terminer, c'est certainement le point le plus important, c'est la décision de la Fed d'injecter de nouveau des montants énormes, 2,3 trillions de dollars dans les marchés pour garantir une liquidité. La Fed va acheter de la dette collatéralisée, la Fed va également acheter de la dette au rendement. C'est la première fois qu'elle se lance dans cette classe d'actifs. On ne comprend pas trop bien pourquoi elle s'y engage. Il y a un argument qu'elle met en avant qui est un argument correct, c'est que dans le marché du high yield, il n'y avait pas de liquidité. La Fed va évidemment de cette façon-là apporter de la liquidité, mais on se pose quand même des questions comment la Fed va gérer les défauts auxquels elle va devoir faire face. Parce qu'avec ce qui se passe dans le secteur de l'énergie, avec ce qui se passe sur le plan économique, il est inimaginable que ce segment de dette à risque, au rendement, qu'il ne va pas y avoir des défauts. Jusque-là, la semaine passée. En ce qui concerne la semaine prochaine, on va rentrer dans la publication des résultats. Ça, c'est toujours une période qui anime les marchés et pas seulement pour les annonces qui vont être faites. Ce qui va certainement attirer notre attention, c'est quelle communication, qu'est-ce que les entreprises vont faire pour la suite. Nous savons que pour le premier trimestre, les performances vont être déprimants, mais comment est-ce que les sociétés voient le futur? Il va y avoir des modifications, des anticipations des résultats. Ça, c'est un aspect. On va aussi avoir la publication du PIB pour la Chine. C'est aussi un chiffre qui va certainement attirer notre attention. Et pour terminer, on aura la publication des ventes au détail aux États-Unis. Et là-dedans, on va avoir la confirmation, on craint que ce consommateur qui est en train de perdre son boulot, que son pouvoir d'achat est entamé aussi. Et on s'attend à un chiffre qui va être assez négatif. Alors,
jusqu'ici le commentaire de marché. Je vous dis à la semaine prochaine. Entre-temps, bonne semaine et surtout une très bonne santé. Merci beaucoup.